Et elle nous l'a écrit, avant de sauter, elle nous a écrit une lettre en disant « Je ne veux pas vous embêter avec ça, je voulais pas vous donner du souci ». Début septembre, je lui avais demandé d'accéder à son téléphone parce que je sentais que ça allait mal. Elle n'a pas voulu, elle m'a dit « Maman, je suis majeure ». À savoir que Morane, en 2019, a été tabassée par un groupe de filles, enfoncé une cuillère dans la bouche. Et de 2019 à 2023, de temps en temps, elle recevait des emojis en cuillère de numéros qu'elle ne connaissait pas. En lisant le rapport de police qui fait je ne sais plus combien de pages, j'ai pu vivre l'histoire de Morane. Et là, on l'a passée à tabac. Mais quand je te dis passer à tabac, c'est arracher boucles d'oreilles, des coups de pied, des coups de poing. Elle a été évanouie là, donc les filles ont filmé, elles l'ont laissée sur le trottoir et elles sont parties. Elle disait mais ma vie est foutue, enfin, ça va être compliqué à revenir dans ma vie de tous les jours, je vais avoir des peurs. Et puis on l'a suivie, on l'a bloquée en voiture. Un soir, on l'a même sortie de son lit. Ils sont arrivés à une dizaine de personnes, ils ont réussi à rentrer chez elle, ils l'ont sortie de son lit, ils ont fait un rond, ils l'ont mis au milieu et puis elle a été un peu la balle de ping-pong. Tu as dit une phrase qui m'a bouleversée dans le message que Morane t'a envoyé. Est-ce que tu peux nous la dire? Je pense que tu sais très bien de laquelle je parle. Elles ont gagné. Si vous passez votre temps à chasser les papillons, ils s'envoleront. Mais si vous passez votre temps à créer un beau jardin, les papillons viendront à vous. Et s'ils ne viennent pas, au moins, vous aurez un beau jardin dans lequel vivre. Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de podcast sur ma chaîne Ose. Et aujourd'hui, j'ai une invitée avec moi qui s'appelle Mélanie. Et comme vous aurez eu la chance de découvrir la vidéo de la semaine dernière concernant mon gros projet sportif, c'est pas pour rien que je t'ai invitée sur ma chaîne aujourd'hui. J'aimerais qu'on parle de ton travail, de ce que tu fais au quotidien et puis de qui tu es et de pourquoi j'ai eu aussi envie de t'inviter sur ma chaîne. Donc, en quelques mots, si tu devais te présenter... Bonjour Pauliane, alors je m'appelle Mélanie Combi, je suis fondatrice de l'association Morane, mais avant tout je suis la maman de Morane et la maman de 3 autres garçons. Et j'ai décidé de créer cette association suite au drame qu'on a vécu. Morane a décidé de sauter la vie le 30 septembre 2023 suite à du harcèlement intensif, du harcèlement physique sur les réseaux sociaux. Et suite à tout ça, j'ai décidé de combattre ce harcèlement, d'en parler, d'essayer de faire bouger les choses. Comme vous le savez, le harcèlement, c'est un sujet qui me touche énormément et ça tombait sous le sens pour moi de faire cette vidéo avec Mélanie parce que c'est vrai que c'est un sujet qui reste malheureusement encore très tabou et je pense qu'on a tous et toutes déjà peut-être été intimidés ou été l'harceleur de quelqu'un à notre insu et pour moi, c'est vraiment important de mettre de la lumière sur cette thématique et c'est du coup l'association que j'ai décidé de soutenir au travers de mon projet sportif. Donc comme vous le savez, si vous n'avez pas encore vu la vidéo de présentation du projet qui est sortie la semaine dernière, je vais faire une course de 70 km au travers de la Suisse et j'ai décidé de dédier tous ces kilomètres à cette cause que je trouve vraiment magnifique. Et c'est vrai que ton histoire m'a énormément touchée parce que pour la petite anecdote, moi j'ai connu ton association parce que j'ai une cliente qui m'en a parlé et j'ai été attirée déjà par la cause mais aussi parce que le logo de ton association, qu'est-ce que c'est? C'est un petit papillon bleu. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi un petit papillon bleu justement? Alors, le papillon bleu représentait le jour où on a fermé le cercueil de Morane au mois d'octobre, le 4 octobre. Mes 4 garçons se sont alignés devant la porte et nous avons 4 papillons bleus qui sont passés devant nos yeux. Et le lendemain, j'ai une jeune fille qui m'a déposé à la maison un dessin qu'elle a peint avec ce fameux papillon bleu. Et pour moi, ça a été un signe. Ouais, ça tombait sous le sens en fait. C'était évident que ça allait de ça et ça pouvait pas être autre chose. Et je lui avais dit ce jour-là, j'ai dit si un jour je crée une association, si je fais quelque chose, ce sera ce logo-là.
Et moi, j'ai ce fameux papillon tatoué sur le bras, justement. Donc, je me suis dit, il y a beaucoup trop de signes qui font qu'il faut vraiment que j'aille te rencontrer. Et en plus de ça, j'ai vu que tu étais aussi un petit peu une tête brûlée. Tu as fait un défi que je trouve incroyable. Donc, faut préciser à la base, comme tu me l'avais dit, que tu n'étais pas sportive, hein, pas spécialement. Et qu'est-ce que tu as décidé de faire, justement, en hommage à ta fille, 1 an après? Alors il fallait que j'aie un projet pour m'en sortir, pour pas plonger, pour pas sombrer. Et un matin, je me suis réveillée, je me suis dit je vais aller à Marseille. Parce que là-bas, savoir qu'il y a une maman dont quelqu'un qui me suivait dans un groupe de parents endeuillés, une maman qui a peint une fresque au cimetière de Marseille. Elle en est à sa 5e fresque. C'est une maman qui a perdu sa petite Marie il y a 5 ans. Et elle m'a vue sur Facebook et elle m'a dit « J'aimerais peindre Maureen sur cette fresque ». Alors j'ai décidé de descendre. Je lui avais toujours dit un jour je viendrai voir Maureen à Marseille. Et un matin je me suis dit je vais aller à Marseille. Et comme quand j'ai créé l'association, pour moi mon rêve ultime dans cette association, c'était de créer un camp sans écran pour les jeunes, d'1 semaine sans réseaux sociaux. Car je trouvais que Maureen avait beaucoup de peine de ne pas avoir son nez dans son téléphone. Et pour moi, ça avait du sens de faire ce camp. Mais pour faire ce camp, j'avais besoin d'argent. Et ce matin-là, je me dis, je vais aller à Marseille voir Antoinette. Et pourquoi pas me faire parrainer les kilomètres. Je pars en vélo, je cherche de l'argent. Et voilà, j'ai parlé à ma famille un dimanche, le dimanche de Pâques, je leur ai dit je pars à Marseille en vélo toute seule. Et tout le monde s'est dit toi à vélo c'est juste pas possible. Et puis est-ce que tu savais en faire ou pas du tout? Alors oui, je faisais quand même un minimum de sport, je marche beaucoup. T'es pas allée avec les petits trous à Marseille quoi? Voilà, non, pas avec les petits trous. Et là j'avais à table mon grand-oncle qui est un très grand sportif qui me dit je te laisse pas partir seule, je pars avec toi. Il a quand même 78 ans. Et voilà, et l'idée était lancée, et on a mis ce projet en place, donc je me suis énormément entraînée de avril à septembre, parce qu'il ne m'a pas trop laissé le choix, il ne croyait pas en moi, il m'a dit on va déjà aller jusqu'à Évian. Donc et ton mon grand-oncle de 78 ans qui te dit non mais... Non. Mais tu vois comme quoi il n'y a pas d'âge pour se lancer des défis et puis oser faire du sport, même mine de rien. Oui, oui. Alors il m'a bien entraînée, mais c'est vrai qu'au début il ne croyait pas en moi. Mais tu vois ce que je trouve incroyable dans ce que tu me dis, et d'ailleurs c'est une phrase que je dis dans la vidéo de présentation, c'est que en fait c'est pas la destination qui compte, c'est plutôt tout ce que tu vas mettre en place. Parce que dans le fond tu parles justement de ce camp pour jeunes adolescents sans écran. Je trouve que l'initiative est vraiment cool, parce qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard dans ce podcast, mais c'est vrai que aujourd'hui, on est une génération hyper connectée et malheureusement, à l'époque, quand on subissait du harcèlement à l'école, ça s'arrêtait au cadre scolaire. Quand on rentrait chez soi, on était tranquille, on était dans le cocon familial. Mais là, malheureusement, parfois, ces intimidations, elles nous poursuivent jusqu'à la maison. Jusque dans le lit. Exactement. En vacances. Au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. Il n'y a pas d'heure. Ça s'arrête jamais en fait. Ça s'arrête jamais. Il n'y a pas de répit en fait pour l'esprit. Il n'y a pas de répit pour l'esprit. Tu peux pas te dire tiens ce week-end je pars, parce que les harcelés, quand ça se fait beaucoup par les réseaux sociaux ou par les téléphones, ça s'arrête jamais. Ils attendent toujours, les harcelés attendent toujours le prochain message en fait. Ils sont toujours en attente de la suite. Oui. Ils n'arrivent pas à couper en fait. Et est-ce que tu as eu le sentiment que pour toi en tant que maman, parce que encore une fois je pense que perdre un enfant c'est quand même je pense une des choses les plus dures qui puissent arriver, est-ce que tu as eu le sentiment qu'il fallait vraiment que tu te donnes un objectif pour pouvoir tenir, ou sinon il n'y avait pas de sens en fait pour toi non plus à tout ça? Alors moi j'avais besoin de m'accrocher à quelque chose, j'avais besoin de faire du bien, j'avais beaucoup besoin de parler de l'histoire de Maureen, de ce qu'elle avait vécu, parce que moi quand j'ai récupéré le téléphone de Maureen 3 mois après sa mort, j'ai eu un classeur fédéral plein de toute la vie de Maureen depuis 2019, donc on avait ressorti tous ces messages. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit mais je suis dans un film. C'est juste pas possible de vivre ça en 2023. Et
dans ma tête, il y a toujours eu un mot, c'est « je ne veux plus de deuxième Maurane ». Donc, qu'est-ce que je vais faire pour que les jeunes n'arrivent pas jusqu'au suicide? Et voilà, tout s'est enchaîné rapidement. J'ai créé cette association avec mon fils Jordan, et en allant dans les écoles témoigner, ben, c'est la plus grosse, c'est vraiment un impact tellement fort quand on dit aux jeunes, ben voilà, Maurane s'est suicidée parce qu'on a été méchant avec elle. Ben, les jeunes se rendent compte jusqu'où ça peut aller, le harcèlement. Est-ce que, avant de parler de ce qui s'est passé, tu pourrais juste nous parler un petit peu de qui était Maurane? Comment tu la décrirais? Alors Maurane, je la décris, c'était une boule d'amour. On l'a surnommée Mère Teresa parce que c'était une nana qui donnait tout à tout le monde. Depuis petite, elle donnait ses chewing-gums, quitte à rien à voir. Et puis, c'était la meilleure amie parfaite, toujours à s'occuper de tout le monde, bienveillante. Elle réunissait toute notre famille, c'est elle qui réunissait les garçons, elle était très proche de tout le monde, elle aimait tout le monde. Et puis un clown, c'était notre clown en fait. Elle avait quel âge, Maurane? Elle avait 22 ans. Tu la décrirais comme quelqu'un d'assez indépendant? Très indépendante. Ouais. Très indépendante, donc elle se gérait, mais par contre très famille. Donc des téléphones à tout le monde, beaucoup par jour, enfin beaucoup de fois par jour. Elle était très proche de son papa, très proche de ma maman, enfin elle était proche de tout le monde. Moi, une question que j'aurais pour toi là qui me vient, c'est que en général, le harcèlement, on n'en parle pas parce qu'on en a honte. C'est vrai que c'est quelque chose de très tabou parce que quand on est harcelé, quelque part, on remet en cause nous-mêmes, qui on est, notre intégrité, même en tant qu'humain parfois. Et on n'en parle pas. Et est-ce que toi, tu étais au courant que Maurane subissait ça? Est-ce que tu l'as su par après? Est-ce que tu as pu être là pour elle ou pas? Comment tu t'es sentie, toi, dans cette position? Alors, Maurane nous a beaucoup caché. Et elle nous l'a écrit, avant de sauter, elle nous a écrit une lettre en disant « je ne veux pas vous embêter avec ça, je voulais pas vous donner du souci ». Donc elle a beaucoup gardé pour elle, même envers ses meilleurs amis, parce qu'elle ne voulait pas nous déranger. On en a eu une discussion, ça a commencé en avril, en juillet, on a eu une discussion avec elle parce qu'elle avait perdu énormément de poids, mais elle nous disait toujours « c'est des petites histoires, je vais gérer ». C'est fou quand on y pense, comme tout peut nous échapper du jour au lendemain. On a l'impression parfois qu'on a le contrôle sur une situation et en fait tout à coup c'est trop tard et on a le sentiment, et je pense que c'est peut-être aussi pour ça que tu mènes ce combat aujourd'hui, mais de peut-être pas avoir pu écouter, pas avoir pu aider comme il faut. Est-ce que tu as eu ce sentiment d'injustice de te dire mais j'aurais tellement aimé faire plus ou... Alors début septembre, je lui avais demandé d'accéder à son téléphone parce que je sentais que ça allait mal. Elle n'a pas voulu, elle m'a dit maman je suis majeure, mais je te montre quelques messages que j'ai reçus. Et on a essayé, hein. Moi la veille qu'elle saute, j'ai eu une discussion avec elle, mais rien ne sortait. Elle a vraiment gardé pour elle et je pense qu'elle avait honte. La vraie histoire, tu l'as apprise quand finalement? Alors la vraie histoire, je l'ai appris 3 mois où j'ai pu me plonger dans l'histoire de Maurane. À savoir que Maurane en 2019 a été tabassée par un groupe de filles et ça a déjà commencé là en 2019 et je pensais que de 2019 à 2023 ça s'était arrêté, que ça avait été réglé. Et en lisant le rapport de police qui fait je ne sais plus combien de pages, j'ai pu vivre l'histoire de Maurane parce que tout est ressorti, hein, tous ces messages éphémères qu'on pense qui sont effacés sur Snapchat, ils ont pu les ressortir. Et là, j'ai vécu la vie de ma fille depuis 2019. De 2019 à 2023, ça veut dire 4 ans de calvaire. Est-ce qu'il y a eu des pauses ou c'était vraiment 4 ans Alors, il y a eu des moments de répit, hein, vraiment. Quand je parle 4 ans, c'est parce que je me suis aperçue que pendant ces 4 ans, par exemple, Maurane en 2019, elle a été tabassée, on lui a enfoncé une cuillère dans la bouche. Et de 2019 à 2023, de temps en temps, elle recevait des emojis en cuillère de numéros qu'elle ne connaissait pas. Toujours ce petit pic de rappel pour lui dire en 2019, tu as avalé une cuillère. Et il y a eu du répit, mais quand même, il y avait toujours
Un petit rappel. Il y avait beaucoup de sadisme un peu, j'ai l'impression. Est-ce que tu serais d'accord de rentrer un peu plus dans les détails de cette histoire ou c'est quelque chose de tabou pour toi? Non, c'est pas tabou. Si on devait partir du début 2019 pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé et puis aussi après quelles ont été les suites de cette histoire, parce qu'il y en a une. On va aller dans l'ordre. Oui. Mais si on devait partir depuis le début. Alors en 2019, Morane était mineure. Elle faisait son apprentissage d'assistante en pharmacie et un soir, sa meilleure amie lui demande de sortir de la maison parce qu'elle voulait lui parler. Morane avait reçu un message d'un garçon pour aller au cinéma. Elle en avait parlé à sa meilleure amie. Et puis, quand elle est sortie devant la maison, Morane en est en train de manger. Donc, elle est sortie avec une cuillère, son yogourt. Elle mangeait son yogourt. Et quand elle est arrivée devant, il y avait 3 filles, dont sa meilleure amie. Et là, on l'a passée à tabac. Mais quand je te dis passer à tabac, c'est arracher boucles d'oreilles, des coups de pied, des coups de poing. On lui a donné un coup de poing, elle a tapé sa tête contre le mur. Elle a été évanouie là, donc les filles ont filmé, elles l'ont laissée sur le trottoir et elles sont parties. Et ça, tu savais pourquoi c'est arrivé? Juste parce que Morane a été invitée au cinéma par un garçon qu'une de ses filles aimait beaucoup. Et ça, toi, elle t'avait prévenu qu'elle avait été tabassée? Alors, on l'a retrouvée devant la maison, c'est son petit frère qui l'a retrouvée, donc ambulance, police. Elle n'a pas pu t'envoyer un message tellement elle était atteinte? Non, ça a duré 10 minutes ou 10 minutes, on l'a passée à tabac. Et j'ai une question qui m'interpelle directement là, mais ces personnes qui l'ont passée à tabac, est-ce qu'elles ont été arrêtées, embêtées par la police ou quelqu'un? On a porté plainte et sur 3 filles, il y en a une qui a été jugée à 2800 francs d'amende. Amende qu'elle n'a pas pu payer parce qu'elle était elle était majeure, mais parce qu'elle n'avait pas de travail, donc elle a jamais pu payer. Et toi, tu te bats dans ton association pour que des lois justement existent pour punir de manière certaine ces personnes, parce que au final on a souvent l'impression que, surtout peut-être en Suisse, je sais pas, que si on n'est pas solvable, en gros on peut faire un peu ce qu'on veut. Et est-ce que c'est le sentiment que tu as eu? Parce que moi je trouve que c'est profondément injuste. C'est très injuste. D'ailleurs, quand on a eu le jugement, qu'on est sorti du tribunal, Morane nous a regardé puis elle nous a dit: maman, papa, elle a juste ça. On tabasse, on fout en l'air une vie et cette fille a juste 2800 francs d'amende. Et Morane, c'était quelqu'un qui était très juste et elle détestait l'injustice. Et là, elle me disait: mais ma vie est foutue. Enfin, ça va être compliqué à revenir dans ma vie de tous les jours. Je vais avoir des peurs. Et elle se prend 2800 francs. Alors oui, maintenant, j'aimerais que les lois changent, à savoir qu'il n'y a pas de loi contre le harcèlement. Alors il y a une loi qui est en train de rentrer en vigueur pour 2025, où les harcelés risquent jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Les témoins risquent aussi d'être punis. Mais à savoir, on a eu une soirée avec la procureure générale. Ça fait depuis, je crois, 1946 ou 56 que les lois n'ont pas évolué. Alors qu'il n'y a jamais eu autant de harcèlement, que ce soit scolaire ou tout ce qu'on veut. Voilà, et avant 1960, on n'avait pas de portable. Donc forcément, on ne pouvait pas se harceler sur les portables. Et je pense qu'on n'y mettait pas le même degré de gravité. Et on avait potentiellement aussi peut-être moins de connaissances à l'époque, dans le sens où, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on a accès à tellement de monde, tellement d'informations. Maintenant, on connaît des centaines de personnes. À l'époque, notre cercle était beaucoup plus restreint. Et des fois même, peut-être que ça se passait dans la famille directement ou dans un cercle beaucoup plus proche. Oui. Et c'est vrai que c'est fou de voir à quel point ça a pris de l'ampleur, mais à quel point les lois n'ont pas évolué, et à quel point des personnes souffrent de ça. Et c'est pour ça que moi, personnellement, qui en ai vécu à de nombreuses reprises dans mon passé, ça a été un énorme travail de passer par-dessus ça. Et je suis toujours autant choquée de voir que il faut attendre qu'il y ait des morts pour pouvoir faire passer des lois. Et moi, c'est quelque chose qui me révolte énormément, et c'est aussi pour ça que j'ai envie de pouvoir donner de la visibilité à cette cause. Je sais que tu te bats, je sais que c'est pas facile de se faire entendre. Parfois, on va organiser des conférences, il y aura pas forcément beaucoup de monde, le message va pas forcément être entendu, mais tu es toujours là, en fait. Et c'est ça que je trouve formidable, toujours là avec le sourire, toujours là en train de te battre. Et du coup, on va revenir dans l'histoire que tu étais en train de nous raconter. Alors voilà, après Morane a été hospitalisée.
ça a été très difficile pour elle de remonter la pente, mais elle est quand même remontée la pente de 2020, elle a fini son CFC, elle a aussi été tata, donc elle s'est accrochée à son petit-neveu. C'est ça aussi qui lui a donné un peu de respiration et puis de lâcher un peu ce qui se passait en dehors de notre vie familiale. Et puis début 2023, ça a été le calvaire nouveau. Un groupe de filles aussi de nouveau pour une histoire de garçon a décidé que tous les jours il y aurait une action contre Maurane. Donc de avril à septembre 2023, Maurane a subi tous les jours du harcèlement. Donc elles avaient carrément élaboré un plan pour rendre la vie impossible à ta fille. Exactement. Et la seule histoire, c'était une histoire de garçon. Oui. Et ce garçon-là, il a joué un rôle dans cette histoire ou pas du tout? Oui. Parce qu'il aurait pu prendre la défense ou peut-être soutenir. Alors, faire taire aussi. Non, pas du tout. Pas du tout. Est-ce que lui, il a pris un parti à un moment donné? Alors lui, l'erreur qu'il a fait, c'est qu'il a eu 2 copines en même temps, dont Maurane. Et puis, c'est une de ses copines qui a été une de ses harceleuses. Donc, et au lieu de s'en prendre à ce garçon qui avait un double jeu, ils s'en sont pris à ta fille. Exactement. Et les menaces ont continué encore? Alors les menaces ont continué, ça a été sur son lieu de travail. Qu'est-ce que c'était comme genre d'intimidation sur son lieu de travail? Alors par exemple, Maurane travaillait dans un drive le soir, elle avait une agence immobilière avec son papa et le soir, Maurane était très ambitieuse, elle voulait s'acheter plein d'appartements pour sa retraite. Alors le soir, elle travaillait encore dans un fast-food et le soir, c'était du style à 5 minutes de la fermeture, on venait commander 15 cuillères au drive. Toujours ces fameuses cuillères. Donc ces fameuses cuillères, ouais. Voilà. Le lendemain, on venait commander une quinzaine de glaces qu'on jetait à la poubelle devant ses yeux, tout en sachant que Maurane avait déjà nettoyé son appareil à glace parce que ça prenait entre 20 minutes et une demi-heure. On venait l'insulter devant les clients vraiment de vilains noms. Et puis on la suivait, on l'a bloquée en voiture. Un soir, on l'a même sortie de son lit. Ils sont arrivés à une dizaine de personnes, ils ont réussi à rentrer chez elle, ils l'ont sortie de son lit, ils ont fait un rond, ils l'ont mis au milieu et puis elle a été un peu la balle de ping-pong. C'est très violent ce que tu me partages, je trouve, parce que là on rentre carrément par effraction chez la personne. Et si je t'ai posé la question de qu'est-ce que ça pouvait être ces intimidations, c'est parce que parfois quand on en vit, on ne sait pas où est la limite. En fait, c'est quoi du harcèlement? Qu'est-ce qui est ok? Qu'est-ce qui est pas ok en fait? Elle est où la limite? Et c'est bien souvent aussi pour ça que les personnes n'osent pas parler parce qu'elles sont épuisées de ce qu'elles vivent et se battre, ça leur demanderait beaucoup trop d'énergie. Trop d'énergie alors qu'on n'en a déjà plus. Et c'est ça que je trouve fou, c'est que quand les personnes sont rentrées par effraction, tu as dû prévenir la police? Tu étais au courant? Elle n'a rien dit. Elle a rien dit. Donc là, elle s'est tuée à ce moment-là. Et est-ce que tu penses que si elle avait peut-être eu le courage de parler, si elle avait peut-être eu l'opportunité d'aller voir... Alors, Maurane n'avait plus confiance en la police, puisqu'en 2019... Oui, c'est juste. Voilà. Et en juillet, quand on s'est aperçu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, ses frères lui ont dit Maurane, nous on monte, on va régler cette histoire, parce que c'est des gens de la région, donc les garçons la connaissaient, on va venir t'aider. Et Maurane, non, surtout pas, t'imagines la honte, mes frères qui viennent sur place. Donc elle n'a pas voulu. Et Maurane, c'était quelqu'un de très têtu, un caractère très fort. Elle disait je gère. Mais c'est vrai que elle nous a beaucoup caché tous ces faits. Ouais, ce t'inquiète, je gère, et toi, tu as envie d'y croire parce que, en fait, ce que tu me décris en termes d'actes, moi je trouve ça très barbare et en fait, c'est incompréhensible. Enfin, on peut pas croire, c'est pas croyable. Exactement. Ça va tellement. En fait, il y a presque une stratégie, comme tu l'as dit, un plan pour rendre la vie impossible à la personne. Et du coup, tout s'est accéléré en 2023. Ça a commencé début 2023 ou ça s'est... En avril. En avril, d'accord. Il y a vraiment eu ce truc-là en avril. Il y a eu ça en avril. En juillet, elle avait perdu, je pense, une dizaine de kilos. Donc là, on a essayé de lui faire parler, mais elle nous a pas dit. Donc toi, tu voyais l'état physique de ta fille se dégrader de jour en jour. Tu la voyais s'effacer, comme tu l'as décrit comme quelqu'un de très souriant, le clown de la famille. C'était devenu l'ombre d'elle-même. Alors jusqu'en juillet, ça allait. Et après, quand on a eu cette discussion avec elle, elle s'est un peu refermée sur elle-même parce que les garçons lui disaient mais arrête d'être sur les réseaux, pose ton téléphone. Les garçons, ils ont quand même pas ce même contact
avec les réseaux sociaux et elle nous a plus rien dit. Et début septembre, là où on a vraiment eu peur, c'est qu'elle a commencé à changer de voiture tous les soirs pour aller travailler. Pour pas qu'on la reconnaisse. Pour pas qu'on la reconnaisse. Donc elle prenait soit ma voiture, celle de ma maman, celle de ses frères. Et là, au bout d'une semaine, c'est là que je lui ai dit « Oh là là, ma cocotte, il y a un souci, tu vas me dire. » Et je lui ai dit « Je peux voir ton téléphone ?» Et elle m'a dit « Non, maman, je te donnerai pas mon téléphone. » Par contre, elle m'a montré des messages qu'elle recevait et c'était je vais te pousser à bout, on sera là pour te filmer quand tu sauteras sous le train. » C'était donc il y avait carrément des menaces qui la poussaient justement à mettre fin à ces jours. Et voilà. Ça, tu l'as découvert après le drame en fait. Alors là, je l'ai découvert début septembre quand elle m'a montré ces messages. Ah, ça, tu l'avais déjà montré. Voilà, début septembre, et je lui ai demandé, le soir où j'ai vu ça, je lui ai forcé à aller à la police, parce qu'elle ne voulait pas aller à la police. Et elle a été au poste de police, moi je travaillais juste en face. Quand elle est ressortie, elle était en pleurs. Mais en pleurs, elle hurlait dans mon bureau en disant « On m'a pas entendu, j'ai pas pu porter plainte, j'ai déposé une main courante. » Voilà, elle s'est pas sentie entendue et elle m'a dit « Tu vois, tu m'as forcé à aller là-bas, puis finalement ça sert à rien. » Ça a été sa phrase. C'est quand même fou parce que de tous les témoignages que j'écoute, j'ai l'impression qu'il y a souvent peu d'écoute en fait quand on va voir la police. C'est pas pour leur jeter la pierre ou quoi, mais ça revient trop souvent. Je trouve ce genre de constat où en fait on est victime de quelque chose mais on n'est absolument pas entendu, on n'est pas cru et on pense qu'on en fait trop, mais à partir du moment où ça touche ton intégrité et où ça te dérange, je pense que c'est déjà trop. C'est déjà trop. Après, à savoir, quand j'ai discuté avec la police, la question c'est quoi le harcèlement ? La définition du mot harcèlement, c'est déjà difficile à savoir ce que c'est le harcèlement. Il faut vraiment poser une définition qui est claire pour les lois, pour la police. Et alors, c'est ce qu'ils m'ont dit, ils sont aussi débordés, on est aussi dépassés avec ces réseaux sociaux. Hein. Même nous, en tant que parents, on est dépassés, la police est dépassée. Et puis, c'est ce que je dis, quand Morane a été au poste de police, j'étais pas là. Je ne sais pas ce qui s'est dit. Est-ce que Morane a été, puis elle a dit « Maman m'a forcé à venir, alors je suis là, blablabla, blablabla » ou elle aura dit « J'ai peur, aidez-moi ». Je ne sais pas. Donc je pense que les policiers font du mieux. En tout cas, moi je vois depuis l'affaire Morane que j'ai rencontré le commandant M. Christian Varone, juste 3 mois après la mort de Morane, il y a eu cette jeune fille qui a été tuée à la place des Potentiations. Depuis, franchement, ça a vachement changé à la police. Ils prennent conscience. Ouais. Mais il a quand même fallu qu'il arrive des drames pour qu'il se passe quelque chose. Là, tu as parlé d'un autre décès, c'était aussi justement un cas de harcèlement d'une autre jeune fille. Et du coup, là, on en est à ce mois de juillet 2023 et tout ça s'accélère de plus en plus. Tu vois Morane qui s'efface petit à petit, et qu'est-ce qui va se passer ces 2 prochains mois ? Alors juillet à septembre, elle commence à dépérir et triste, mais quand même à cacher. Parce que le week-end d'avant, on était tous sur un bateau, je regarde encore les photos, elle était super souriante, on a passé une super belle journée. Et la dernière semaine de sa vie, là vraiment, je la reconnaissais plus. Je lui disais, j'ai mangé en tête-à-tête avec elle, assise par terre à ma table de salon, et je lui disais, mais Morane, parle, je te sens triste. Puis elle me disait, non, je suis fatiguée, je vais commencer le comptoir demain, j'ai plein de choses à faire, t'inquiète pas, maman. Donc, je lui ai tendu la perche plusieurs fois, mais c'était trop tard. Tu m'as dit une phrase qui m'a marquée pendant notre première rencontre. Tu m'as dit que tu avais l'impression que c'était comme si elle était déjà plus là. Oui, alors elle a sauté le vendredi soir. Vendredi après-midi, elle a fait des photos avec ma maman. Je la reconnais plus. Ses yeux, ils sont vides de chez vide. Et je pense pas que c'était prémédité, parce que ce qui est arrivé, c'est que le vendredi soir, elle a fermé son stand comptoir, elle a été boire un verre avec ses frères,
Elle a dit je fais pas long, je suis fatiguée. Morane ne buvait pas, elle ne se droguait pas, elle ne fumait pas. Et en rentrant du comptoir pour aller chercher sa voiture, elle est tombée sur quelqu'un qui lui a fait du mal, qui lui a dit des vilaines paroles. T'as qu'une chose à faire, toi, dans ta vie, c'est d'aller te suicider. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'elle a eu le déclic. Dans la voiture, elle a tapé si je saute de la passerelle, est-ce que je vais mourir? Et elle a eu sa réponse et après elle a tapé sur Google Maps la route pour aller à la passerelle. Donc je suis persuadée dans mon cœur de maman qu'elle n'avait pas décidé, je pense qu'elle l'a décidé à ce moment-là. Ouais, c'était comme pas un coup de folie, voilà. Mais c'était trop en fait. C'était trop. C'était la goutte d'eau. Oui, c'était la goutte d'eau qui a fait. Et est-ce que tu l'as su tout de suite? Est-ce que tu l'as su, enfin, ça a dû s'enchaîner assez rapidement, je pense, après. Alors, Morane est montée à la passerelle et puis elle nous a écrit une lettre sur WhatsApp qu'elle n'a pas réussi à nous envoyer. Elle a envoyé ça à sa meilleure amie. Et puis sa meilleure amie, donc c'était 1h58, sa meilleure amie me l'a transmise, ça m'a réveillée, puis j'ai essayé d'appeler tout de suite Morane, c'était trop tard, et puis j'ai appelé son papa pour qu'il monte à la passerelle. Et en 12 minutes, son papa était à la passerelle et là, il est arrivé, elle avait posé ses bijoux, son sac à main tout joli dans sa voiture. Et elle a posé son téléphone au milieu du pont avec la musique, la lumière pour que son papa retrouve. Et puis elle a sauté. Et d'après les policiers, elle n'a pas du tout hésité parce qu'elle est sortie de sa voiture puis elle a fait 178 pas. Et je les ai faits, ces 178 pas, et c'est vraiment là qu'on a retrouvé son téléphone. J'avais peur qu'elle ait hésité, enfin je me suis dit mais dans quel état elle était? Est-ce qu'elle est revenue en arrière? Est-ce qu'elle a hésité? Et puis non, elle n'a pas hésité. Je trouve super courageux de partager ça avec nous déjà. Juste merci parce que je pense que c'est très important. Et vous le savez peut-être pas, mais moi je connais un peu l'histoire parce qu'on s'est déjà rencontrés avant. Tu as dit une phrase qui m'a bouleversée dans le message que Morane t'a envoyé. Est-ce que tu peux nous la dire? Je pense que tu sais très bien de laquelle je parle. Elles ont gagné. Cette phrase-là, moi, elle m'a vraiment fait froid dans le dos parce que on voit en fait que c'était un combat. C'était un combat incessant tous les jours où il fallait se battre pour être juste soi en fait, pour arrêter d'être mise en doute, d'être mise en cause, arrêter qu'on nous reproche en fait tout le mal du monde et je pense que c'est difficile parce que quand on vit du harcèlement, on a l'impression que tout est de notre faute. Oui, alors elle l'a écrit, j'ai pas tout fait juste certainement, j'ai fait faux, mais c'est vrai qu'elle nous a laissé une belle lettre d'amour et ça je lui en remercie et moi la seule phrase qui me reste dans cette lettre c'est vraiment « elles ont gagné, j'en peux plus, j'en peux plus ». Et ça c'est une phrase qui va rester gravée à vie et je trouve que c'est honorable en tout cas de vraiment continuer de mettre des choses en place pour toi, pour les autres aussi, parce que je pense qu'en faisant ce que tu fais, tu t'aides aussi énormément. Et on parlait avant de ton défi des 700 km à vélo, et ce que je trouve beau, c'est que j'ai l'impression que tu as vraiment vécu un voyage intérieur pendant ce défi-là. Et tu m'as dit aussi à un moment donné que tu avais l'impression d'avoir revécu des moments avec elle plus petite. Alors c'est totalement ça, ce voyage m'a changé. Donc à savoir qu'on a fait 737 km sur 7 jours et on est parti du cimetière, on a fait une petite prière au cimetière parce qu'à savoir que j'ai perdu ma belle-mère et mon frère en 5 mois aussi et on a demandé qu'ils nous protègent et là on a été escortés jusqu'à Saillon par des motards et quand on a passé à l'Étron, il y avait 400 élèves du cycle qui nous ont fait la hola. Et quand on est arrivé à Saillon, que les motards sont partis, on s'est retrouvés au bord du Rhône et là je dis à mon oncle, tonton, j'y arriverai jamais, tu te rends compte qu'on va à Marseille en vélo, on est à Saillon, j'ai froid, j'ai mal aux fesses, à savoir aussi que j'étais bloquée du dos toute la semaine d'avant et il m'a dit maintenant on y va, on parle plus jusqu'à Massanger au premier arrêt. Et ce voyage m'a changé parce que jusque-là, je voyais toujours Morane dans la tristesse, dans le suicide.
partie dans le saut. Pour moi, en tant que maman, je me suis posé 1000 questions de savoir si elle avait souffert, enfin voilà, est-ce qu'elle m'a appelée. Et là, ce voyage, de se retrouver avec soi-même, ça m'a énormément aidée. À savoir qu'avec mon oncle, on ne roulait pas côte à côte, on était un devant l'autre, donc on ne se parlait pas. Et on faisait entre 6 et 7 heures de vélo par jour. Et là, j'ai pensé à elle tout le long. Et c'est tous ses souvenirs de sa naissance, son premier jour d'école, avec ses frères, enfin nos vacances, m'est revenue. Chose qui était complètement fermée durant sa première année du décès, parce que j'avais tellement mal dans mon cœur de m'imaginer ce qu'elle avait souffert. Et là, pour la petite histoire aussi, on est parti de Chamoson avec un bus. On a eu un petit papillon qui s'est collé à la vitre jusqu'à Massonger. Jusqu'à mon premier arrêt, le papillon, donc ils ont pris l'autoroute. Le papillon est resté jusqu'à mon premier arrêt. Il te suit, ce petit papillon. Il te suit. Je comprends que ça ait beaucoup de sens pour toi. Et en fait, ce que je trouve beau dans ton parcours, parce que c'est aussi important qu'on parle de toi, parce que c'est toi qui fais vivre tout ça, et heureusement d'ailleurs, c'est que en fait, en se lançant ses propres challenges, ses propres épreuves, et c'est le leitmotiv de ma chaîne en fait, de me lancer dans des défis, dans des choses que je me pense pas capable de faire, c'est que j'ai vraiment l'impression que des fois, tu vois, ça a duré 7 jours, cette traversée, mais en 7 jours, tu vis 10 ans. C'était magique. Ça t'apprend tellement de choses, tu vois, tu te replonges, et ça t'a permis aussi de ne pas te focaliser que sur le négatif, et de voir aussi l'espoir et la lumière dans tout ça, parce que dans chaque difficulté, je pense qu'il y a quelque chose de beau à aller chercher. Oui, alors complètement. Non, c'est ce que je dis aux jeunes. Je dis, mais croyez, mettez-vous des projets, mettez-vous un objectif. Moi, c'est ce qui m'a permis de me relever, alors avec ma famille, hein, bien sûr, mais c'était juste magique. C'était juste magique, et je pense qu'elle m'a portée. Elle m'a vraiment portée pendant ces 7 jours, parce qu'on a eu la pluie, on a eu le Mistral. Un jour, j'avais dit à mon oncle, je vais jeter le vélo dans le Rhône, tellement que c'est compliqué, parce qu'avec le Mistral, on recule. Non, c'était dur. Physiquement, c'était dur, mais voilà, on m'a dit une phrase quand j'ai dit à ma famille, je vais partir en vélo à Marseille. On m'a dit, oh, de toute façon, tu n'arriveras jamais, tu n'es pas une sportive. Et cette phrase-là, elle t'a motivée. Ouais, je me suis dit, vous allez voir à l'arrivée. Je serai à Marseille avec le vélo en une pièce. Voilà. Mais c'est vrai que tu sais, moi, ça me fait beaucoup écho au trail, justement, que je pratique. Des fois, tu galères tellement à monter en haut de ce sommet, mais en fait, quand tu es en haut, t'es fière. En fait, t'oublies la douleur, tu vois, t'oublies tout ce qui s'est passé avant, toutes tes peurs, tout ce qui était horrible, et en fait, t'as tellement un espèce de soulagement. Moi, je trouve que dans le dépassement de soi, on va aussi trouver de la fierté. Chose qu'on n'a peut-être pas dans son train-train quotidien, parce que à force d'être tout le temps avec soi-même, il y a des choses qu'on voit plus. Mais là, de se surpasser, d'oser faire quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'a jamais fait. C'est comme moi avec la réalisation de ce petit court-métrage. C'est la première fois que je cours pour une association. Je me suis dit, je veux vivre quelque chose de différent, et j'ai envie de servir une cause, tu vois. Et puis, on a eu l'occasion de découvrir le petit film de présentation avant de commencer ce podcast. J'espère en tout cas de tout mon cœur que ça t'a plu, que ça représente aussi ton travail et ce que tu fais, parce que c'était important pour moi aussi de pouvoir insuffler de l'espoir. Pas faire quelque chose de négatif, mais vraiment de partager, proposer quelque chose de beau. Oui, c'est juste magique. Ce que tu as fait, c'est juste magique. Je suis très contente. Merci. Alors si ça te touche. Très beau. Et du coup, on va se retrouver le 6 septembre pour, si tout va bien, le passage de la ligne d'arrivée après mon défi des 70 km. C'est une course où il y aura quand même plus de 4000 mètres de dénivelé positif, donc j'aurai le temps de réfléchir. Hein. Mais je pense que c'est aussi une revanche pour moi. Ça va me permettre de fermer un livre aussi sur mon passé. Et je suis très fière de pouvoir le faire comme ça avec toi. Est-ce que t'aimerais ajouter quelque chose pour finir cette vidéo? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur de dire? Alors, ce qui me tient à cœur, c'est notre rencontre déjà. Merci Pauliane. Et ce qui m'a énormément touchée en toi, c'est quand je t'ai rencontrée la première fois, tu m'as dit ce que tu viens de dire, avec cette course, je vais fermer un livre. Et je trouve ça tellement beau de mettre en place des choses pour les autres, mais au final,
pour te guérir un petit peu toi. Alors je pense que tu as déjà fait un sacré parcours, mais voilà, je serais tellement fière de te prendre dans mes bras le jour-là parce que c'est ce que j'aurais aimé que Morane fasse, qu'elle s'accroche à quelque chose pour pouvoir s'en sortir. Malheureusement, c'était trop tard. Et ben voilà, c'est bravo et je te remercie. Mais je pense que ça va être un moment magnifique et comme je te l'ai dit, moi j'ai la chance d'être encore là aujourd'hui et je veux vraiment, comme je l'ai dit, courir pour la vie cette année. Je veux le faire pour les gens qui n'ont pas eu la chance de pouvoir le faire et je veux aussi inspirer les gens à oser le faire. C'est pour ça que j'ai beaucoup de chance parce que j'ai l'association Suspic qui m'accompagne aussi dans ce projet et puis qui me donne aussi l'opportunité de participer, pourquoi pas, à une course. C'est aussi l'occasion de se challenger. Et bien évidemment, comme je l'ai dit, j'organise aussi une récolte de fonds pour pouvoir t'aider dans tes projets et puis subvenir aussi un petit peu aux frais du court-métrage que je prépare. Mais la majorité de la cagnotte, en tout cas, te revient à toi et à l'association Morane que tu as créée. Donc si vous souhaitez participer, je vous mettrai le lien de la cagnotte en description. En tout cas, n'hésitez pas et franchement, juste, merci d'être toi. Merci Pauliane, merci à toi, merci pour ce que tu fais.